Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Nous sommes toujours à Bali, on ne s'en lasse pas et vous n'allez pas tarder à savoir pourquoi sommaire. Les 50 printemps d'une amitié entre deux grands pays. Trois jeunes entrepreneurs créent une nouvelle marque de haute horlogerie. Les mondes merveilleux d'un couturier voyageur. Et l'âme d'une maison imaginée par un insatiable créateur. C'est le général de Gaulle qui, il y a 50 ans, reconnut le premier la République populaire chinoise. C'est à cet anniversaire qui a été fêté sous le Grand Palais durant cette nuit de Chine que je vous convie maintenant. Tout a commencé par un simple communiqué envoyé le 27 janvier 1964, simultanément à Paris et à Pékin. À l'initiative du général de Gaulle, la France devenait la première puissance internationale à reconnaître la République populaire de Chine de Mao Tse-tung. Pour célébrer cet anniversaire, plus de 300 projets ont été recensés dans les deux pays avec un coup d'envoi magistral au Grand Palais imaginé par l'ancien ministre de la Culture Renaud Denieux de Vabre, à quelques jours du Nouvel An chinois. On va ouvrir les portes du Grand Palais pour contempler l'avenir. Il y a 50 ans, il y a eu un geste pionnier du général de Gaulle et du président Mao Tse-tung pour se reconnaître mutuellement. C'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on a ce capital entre les mains et on a surtout entre les mains la relation franco-chinoise. Donc, vous allez voir 2000 étudiants chinois des grandes écoles et des universités qui sont les invités d'honneur de cette cérémonie officielle. Et puis, voilà, Paris et la France qui seront présents pour montrer le plus beau de notre patrimoine, parce que le Grand Palais, j'en suis le fantôme, c'est un endroit qui transmet beaucoup d'énergie. Et on a veillé à ce que ce soir-là, il s'ouvre de manière très exceptionnelle, avec de grands artistes chinois, de grands artistes français, qui vont montrer que le patrimoine va de pair avec la créativité. Ce sont les chevaux de Bartabas qui lancent les festivités, une façon de saluer le début de l'année du cheval pour les Chinois. La nef du Grand Palais est irradiée d'une très belle harmonie des mélanges entre nos deux cultures. Ce soir, c'est un moment d'unité, de fierté, et on regarde ensemble devant. Après les discours de l'ambassadeur de Chine, du ministre chinois de la Culture et de Jean-Marc Ayrault, deux danseurs étoiles du Ballet national de Chine et du Ballet de l'Opéra de Paris esquissent un pas de deux. Dans un premier temps, les gens étaient un peu surpris. Ils se sont dit, non mais d'accord, il est sympathique, Denieux de Vabre, c'est une bonne idée, mais bon. Et puis, en fait, il faut être franc, tout le monde a joué le jeu. Et les pouvoirs publics, bien sûr, parce que j'ai été voir un par un les gens concernés, jusqu'au président de la République, qui m'a dit texto, si ça a lieu, je serai là. Bon, donc c'était un vrai encouragement. Et puis j'ai fait la même chose du côté chinois. Et je tiens à dire merci à toutes les entreprises françaises et chinoises qui ont rendu possible cet événement. Cette cérémonie, elle est offerte gratuitement aux Parisiens. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est une cérémonie officielle, donc il faut être invité. Mais on a veillé à ce que les invités soient très vivants, nombreux, et pas du tout uniquement les invités habituels des cérémonies officielles. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, c'est ouvert complètement aux Parisiens. Commence alors la seconde partie de soirée dont l'entrée était libre. Près de 2 heures d'attente pouvaient être nécessaires pour assister à cet événement monumental. Ce sont les étudiants chinois en France actuellement. Notre pays accueille chaque année 30 000 étudiants chinois. Et donc, dans cette soirée, il va y en avoir 2 000 ou 3 000 qui vont passer. Et donc, on a fait un travail colossal parce qu'il faut que vous imaginiez qu'on a appelé école par école, université par université, pour dire, voilà, prévenez les étudiants chinois qu'il y a un grand événement pour célébrer l'histoire. C'est dans une salle comble que le pianiste, même pas trentenaire, Mu Ye-woo, offrit un récital. J'émets un vœu, c'est qu'on répète cela. Et j'ai suggéré à la présidente du musée Guimet, qui est une femme remarquable, Sophie Macariou, qui avait eu la responsabilité au sein du Louvre d'ouvrir le nouveau département des arts de l'islam, de chaque année, au mois d'octobre, de faire au musée Guimet une nuit pour tous les étudiants chinois de France qui sont là pour que ça soit une sorte de baptême de promotion où on leur ouvre un lieu patrimonial très important, musée d'art asiatique, donc ils se sentiront chez eux. L'objectif, c'est quoi?
ce n'est pas uniquement un geste altruiste de ma part. C'est de faire en sorte que quand ils vont repartir dans leur pays, qu'ils soient les ambassadeurs des intérêts français. Qu'ils se disent, ce pays nous a accueillis, on a découvert des choses fantastiques dans le domaine de la culture, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'industrie. Eh bien, ensuite, il faut, si ça s'est bien passé pour eux, ils auront de bons réflexes. Et moi, mon objectif, c'est que les étrangers, ils aient de bons réflexes vis-à-vis des intérêts français. À en croire ces magnifiques échanges artistiques, l'amitié franco-chinoise a assurément de beaux jours devant elle. Dans 50 ans et que ce soit aussi beau. C'est en Suisse maintenant que je vous emmène, Loulou, tu restes là, que je vous emmène maintenant découvrir une marque de haute horlogerie créée par Voltaire en 1770 et reprise par 3 jeunes Français qui ont décidé de réveiller la manufacture royale. On y va avec Loulou. En prenant le titre de Manufacture royale, cette jeune société horlogère rend hommage à Voltaire, qui en plus d'un écrivain célèbre, fut un génial entrepreneur horloger, qui créa sous le titre de Manufacture royale une prospère entreprise et fit en son temps trembler la manufacture genevoise. Avec la reprise en main de l'entreprise par la famille Gouten, c'est une nouvelle histoire qui commence. Ah oui, c'est une nouvelle histoire. Après des années de groupe, on a décidé de partir en famille sur une nouvelle histoire et de faire renaître effectivement la culture française et Voltaire quelque part, puisque la marque prend ses racines chez Voltaire, à Ferney, en 1770, où il a créé Manufacture royale. La Manufacture royale a une devise « E pluribus unum », c'est-à-dire « un à partir de plusieurs ». Elle traduit l'essence de cette jeune maison aux forces vives. Manufacture royale est une manufacture qui a été créée pour accueillir beaucoup d'horlogers genevois et du pays de Gex aussi, et qui livrait toutes les têtes couronnées d'Europe, en fait les rois et la cour, un peu partout dans le monde. Et on retrouve aujourd'hui des histoires et des pièces qui ont été livrées bien entendu en Europe, mais aussi en Russie, en Turquie. Voilà, on part un peu à la recherche de toutes ces pièces. Et puis, il y a aussi des pièces qui sont au musée de l'horlogerie à Genève, au Louvre, au British Museum. Donc voilà, c'est aujourd'hui une découverte avec une très belle histoire horlogère derrière nous qu'on fait renaître aujourd'hui. Directement inspiré par l'opéra de Sydney, ce garde-temps fabriqué en or rose et gris est muni d'un soufflet pour amplifier le son de la sonnerie. On continue l'histoire. On fait renaître un petit peu cette audacité qu'avait Voltaire, sa façon d'être, sa façon de vivre. Et puis il y a d'autres pièces qui vont venir, qui vont se rapprocher aussi de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça reste une montre en décalage, peut-être avec son temps, en tout cas le temps passé, mais Voltaire l'était aussi à cette époque. Donc on continue dans cet esprit, et puis on va continuer aussi avec des montres qui vont être plus classiques et en s'inspirant aussi du passé, puisqu'on va aller travailler dans l'histoire et revenir vers des pièces traditionnelles et classiques. La famille Gouten initie tout juste cette reprise, mais elle bénéficie du concours de sa propre structure, qui distribue déjà des grandes marques horlogères. Nous, quand on a repris l'histoire, donc on a repris cette société qui a été relancée il y a 3 ans, il y avait déjà des modèles et des mouvements existants. Donc on a, depuis 3 mois, reconstruit un petit peu la collection, proposé aussi des produits à complications comme le tourbillon, avec une très belle finition, avec des mouvements faits maison. Notre vraie première sera à Bâle, puisqu'on va arriver avec un nouveau modèle et un nouveau mouvement qu'on est en train de développer. Là, on a travaillé sur de l'existant qui est déjà des pièces d'exception. Quelle est la signification de ces 3 têtes qui ornent ces modèles ? C'est un petit clin d'œil parce qu'en fait, on a fait 3 têtes en série limitée qui représentent un petit peu nos 3 têtes, puisque avec mes deux cousins, voilà, on repart en avant et on a voulu faire un petit clin d'œil, voilà. Je crois qu'il y a de toute façon une clientèle, il y a de la place. Notre objectif, c'est pas d'aller nous battre contre les plus grands parce qu'on n'aura pas aujourd'hui la force, mais c'est notre expérience aujourd'hui de plus de 25 ans ou 30 ans d'expérience dans l'horlogerie qui nous permet aujourd'hui aussi de nous positionner et de faire avancer cette belle histoire. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger, disait Voltaire, rendant ainsi hommage à ce très beau métier.
La mode aujourd'hui est signée Franck Sorbier, ce qui veut dire que derrière chaque robe, il y a une histoire et beaucoup de poésie défilée. La saison printemps-été de Franck Sorbier s'expose au cœur du Brand Store BMW avenue Georges V. Aux côtés du couturier, il y a Isabelle, son épouse, et leur mascotte, la perruche qui répond au nom de Pirate. Robes et voitures se jouxtent et invitent irrésistiblement au grand départ. C'est au manège Battesti de la Garde républicaine à Paris que la collection est présentée pour la première fois. Pour ce grand voyage à travers les mondes, la mise en scène et la couture ne font plus qu'un. Un monumental automate en osier géant s'anime et ouvre ce théâtral défilé. Une imagination chatoyante qui prend naissance en 1721 dans un chef-d'œuvre de la littérature. Le point de départ, c'est le voyage. Enfin, les voyages plutôt. Donc, et pour que ça devienne quelque chose d'un peu intéressant, d'un peu anachronique, je me suis raccroché au fameux roman de Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver, où il y a justement cette histoire de quelqu'un qui arrive quelque part et où il se retrouve être un géant, comme après il va dans un autre endroit et il se retrouve être un Lilliputien par rapport à tout le monde qui est géant, etc. Donc voilà, donc l'idée ça a été ça. Et puis après, donc, ça a été de construire la collection sur des choses que j'aime bien de façon récurrente. Et de dire, par exemple, voyage au pays des ménagères psychopsychées. Donc voilà, donc ça correspond après aux vêtements, aux tissus, ça correspond aux histoires aussi. Voilà, donc c'est une série de petites scénettes comme ça qui forment cette collection et qui sont une espèce de patchwork d'idées de voyage qui sont racontées de façon un peu humoristique en tout cas. Donc l'idée, ça a été quand même de trouver un fil conducteur. Donc il y a effectivement beaucoup de broderie anglaise, il y a beaucoup de jupons. Il y a un côté extrêmement féminin. Par exemple, il n'y a aucun pantalon. Le fil conducteur, c'est qu'il y a beaucoup de motifs, c'est très expressif, quoi. Voilà, c'est une collection très expressive. Ces robes, elles sont magnifiques. C'est des robes de fées qui fait Sorbier, je trouve. Et j'aime bien les robes de fées. Et les artistes étaient venus nombreux admirer le travail du couturier. Il a sa patte, et j'aime bien sa patte, sa façon de concevoir, sa façon de se mouvoir dans l'environnement. Ses habits ont un certain rythme. Déjà, il y a la technique de la compression, donc ça, c'est la technique que j'ai inventée, qui transforme en fait le tissu, c'est-à-dire qu'on fait notre propre matière. Et puis après, c'est vrai que chaque pièce, il n'y a pas de déclinaison, en fait. Il y a juste une pièce, enfin deux passages où on a pris le tissu à l'endroit à l'envers, parce qu'on n'a pas pu résister, parce que c'était aussi beau d'un côté que de l'autre. Globalement, l'idée, c'était de faire quand même des familles, mais que voilà, chaque passage soit une exclue, soit pour moi tout de suite que ça soit évident qu'il y a une référence. On s'y connaît en histoire du costume, on va comprendre que c'est inspiré, mais c'est une robe d'aujourd'hui. Une inspiration qui va puiser aussi bien dans les images que dans les techniques anciennes. La dentelle de Caudry de la maison Sophie Hallette est ornée d'un bustier de passementerie et donne vie à la dernière partie du défilé intitulée « Russie des contes ». Le maître salue aux côtés de la marraine de la saison, la jeune chanteuse néo-zélandaise Kimbra. Pour terminer cette émission, je vous invite à découvrir cette maison de rêve créée en 2007 par Pascal et Marie-Ève Morabito. Trêve de blabla, vous avez l'information principale, alors visite. Quand on entre dans la maison balinaise de Pascal Morabito, on n'a aucun mal à imaginer que ce créateur de bijoux est au départ diplômé en architecture. Sur un terrain d'1 hectare, il a organisé un espace composé de plusieurs pavillons parfaitement intégrés au paysage et de 3 petits temples hindouistes qui habitent le parc. Une piscine à débordement rappelle les mouvements des vagues qui ourlent un peu plus loin l'océan Indien. Il y habite avec ses 2 fils et sa femme Marie-Ève, dont le nom, combiné à cet endroit, nous précipite directement dans le jardin d'Éden. Des chambres au jardin, les œuvres habitent le lieu de cet inlassable collectionneur et créateur. Pour lui, la création passe par la destruction et il fait jaillir ses œuvres à partir d'un principe de renaissance. Mais avant tout, c'est un cadre où il fait bon vivre à 2, comme à plus nombreux, aux côtés de cet homme dont le cœur est grand comme sa maison. C'était un hôtel et c'était un endroit où il y a 8 ans, je viens déjeuner. On s'est installé à Bali, on n'avait pas encore trouvé vraiment notre lieu.
Et j'ai une vibration extraordinaire. Et je dis, c'est là et nulle part ailleurs. Compliqué, c'était un hôtel. J'ai dit, facile, on va vivre à l'hôtel. Donc, je loue quelques chambres et je les refais. Et puis, de fil en aiguille, avec des discussions avec le propriétaire, etc., etc., nous avons l'autorisation d'habiter ce lieu et de faire ce qu'on veut dedans. Et le résultat, c'est 7 ans de travaux, doucement. C'est-à-dire, on a commencé par quasiment tout raser et on a reconstruit une petite chambre, 2 petites chambres, 3 petites chambres, et puis un grand living, et puis des piscines, etc. Et tout ça fait un ensemble assez coordonné dans lequel nous pouvons recevoir des mariages, recevoir quelques clients d'exception en tant que locataires quand nous ne sommes pas là, recevoir nos distributeurs du monde entier qui viennent ici passer quelques jours et avec lesquels on peut discuter du travail, et puis surtout la création, les ateliers en bijouterie et mon travail artistique qui ici se passe un petit peu comme une respiration. Son énergie créatrice repose sur le principe universel du yin et du yang. Chaque catastrophe émet une possibilité de résurgence. Les tsunamis ont été une catastrophe à Banda Aceh. Les mangroves se sont déracinées. Et cette beauté de la mangrove déracinée en les palétuviers, j'en ai fait des sculptures. Une œuvre d'inspiration organique et onirique qui rend hommage à la nature. En voyant arriver ces racines, les habitants ont tous cru que des singes venaient les attaquer. C'est une légende, évidemment. Je me suis emparé de cette légende pour la transcrire en sculpture. C'est une sorte de résilience de l'art, et ça aussi bien pour les incendies qui brûlent les idoles. Je les repositionne en mettant de la résine pour les solidifier. Après, nous avons les érosions. L'érosion fait un travail magnifique sur la matière. Un bois érodé devient magique à un moment donné. Après, c'est trop tard. Avant, c'est pas assez. Donc, j'ai fait des arrêts sur érosion. Cet ancêtre qui vient des îles de Bornéo, à Kalimantan, a plus ou moins 300 ans. Pendant des siècles, il a été travaillé par l'érosion, la pluie, le vent, peut-être même la foudre. Les lignes se sont étirées. Il n'en reste que sa structure de base, proche d'un Giacometti. J'arrête l'érosion, je la statifie avec des résines et des pigments. C'est une œuvre d'art. Alternativement, il provoque ou interrompt l'érosion. À l'aide d'un chalumeau, il dégrade des sculptures pour en faire apparaître de nouvelles. Le feu est alors aussi bien destructeur que créateur. Alors les brûlés donnent à peu près le même esprit, avec la différence que la craquelure est différente. C'est-à-dire il y a une craquelure alors que dans l'érosion, il y a des lignes verticales qui sont la pluie, les ruissellements, etc. Donc c'est très différent. Et la stabilité est moins grande, parce que en somme, le charbon de bois, parce que des éléments de charbon peuvent se dégrader. Donc c'est plus difficile, mais c'est des pièces que je suis obligé de mettre dans des vitrines pour les protéger de la nouvelle érosion. Briser, casser, détruire, ce n'est autre qu'une manière de construire. On assiste finalement à l'essence même de la création, une forme de petite révolution. Les bateaux qui transportaient les jarres de Chine en Europe, ou les porcelaines magnifiques à la cour du roi Louis XIV, coulent. Toutes ces porcelaines tombent dans la mer, se cassent, d'autres sont prises par les coraux qui les tiennent. Quand on les prend, on les casse et on obtient des morceaux. De ces morceaux, je les reconstitue, soit avec des résines de couleur, soit avec des vides. Je conserve dans mes jarres des vides et je les peins à l'intérieur. Ce qui donne un effet, qu'on a vu avec les éclairages, la lumière du soleil et tout, c'est une vraie magie. Une expression
l'incarnation artistique de la maxime d'Anaxagore, reprise par Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les Bouddhas ont été broyés par les Chinois, les porcelaines broyées dans les naufrages et les tsunamis. J'ai drapé ces Bouddhas de cette porcelaine céladon et laqué de blanc pour leur donner toute leur spiritualité. Vous Voilà. êtes insatiable. C'est peut-être le mot. C'est peut-être le mot. Et je dois dire que chaque fois que j'ai l'idée, la moindre idée, le moindre lueur, elle m'excite et je réalise. Et j'ai la chance, à Bali spécifiquement, de vivre avec un ensemble de personnes qui ont une sensibilité qu'ils ne connaissent pas. Et je les guide et on arrive à faire des merveilles. Mais ici, on ne fait pas que briser les objets, on les conserve aussi. Un vrai musée se dessine de la maison au jardin avec des pièces dignes des plus grands antiquaires. J'ai la chance d'avoir un bon aura dans l'Indonésie et les antiquaires puis viennent me voir et me proposer en avant-première des pièces qu'ils ramènent de partout. Parce que Bali est un peu une plaque tournante de l'art. Et donc avant les antiquaires, avant les collectionneurs, tout, je visionne ces pièces. Et tous les jours, j'ai une trentaine d'antiquaires, donc je visionne des quantités considérables de pièces. Je peux choisir, discuter. Je suis le premier. Souvent, je donne un prix qu'ils n'acceptent pas, ils vont voir ailleurs, mais la personne n'est pas là, ou le collectionneur n'est pas encore là, ou il arrive dans 6 mois. Ils reviennent me voir et donc j'obtiens des pièces assez magnifiques. Un ensemble qui rend hommage à une nature providentielle et qui est l'œuvre d'un homme d'une nature exceptionnelle. Mais d'où vient cette belle prolixité? J'aime tellement de choses. Et j'aime faire. Je crois que d'abord, j'aime faire plaisir. Alors, pour faire plaisir, il faut recevoir. Il faut aimer ses amis. Il faut que ce soit beau. Car si on ne vit pas dans la beauté, c'est même pas la peine de vivre. Il faut aimer sa femme. Il faut aimer ses enfants. Il faut leur apprendre la culture. Et tout ça se vit au jour le jour, avec la sensibilité du moment. Je ne fais que m'amuser. La vie est un bonheur constant si on sait le prendre d'une certaine manière. Et tout peut être un grand bonheur avec une certaine vision, avec un optimisme bien sûr, beaucoup d'optimisme, et puis une force de pouvoir dominer les catastrophes. On dit que l'amour fait traverser les montagnes, alors pourquoi n'apprivoiserait-il pas les océans? Nous quittons à regret ce petit paradis car nous devons retrouver le boss du Péninsula, Robert Chung, qui va nous donner sa définition du luxe. Pour moi, la définition du luxe, c'est vraiment quelque chose qui me laisse quitter le quotidien et qui m'inspire. Ça peut être quelque chose de très, très simple. Par exemple, un très bon café le matin, ou c'est peut-être une facilité de faire quelque chose. Pour moi, dans l'hôtellerie, je pense que le luxe, c'est vraiment un service très personnalisé, très authentique. Merci de votre fidélité. Merci à Pascal et Marie-Ève Morabito et à Artoine Magazine de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on apprend à répondre à une invitation à dîner, car il ne suffit pas de penser le faire, il faut le faire. Au revoir. Lancer une invitation, c'est de la gentillesse. Y répondre, c'est la moindre des politesses. Lorsque vous êtes invité, vous répondez de la même façon qu'on vous a transmis l'invitation. Ça peut être par téléphone, vous répondez par téléphone. Ça peut être par SMS, vous répondez par SMS. Lorsqu'on répond par téléphone, on répond franchement, on ne répond pas positivement. Si on se dit, oh ben je dis oui, et puis on verra bien, si dans 10 jours j'ai mieux, au dernier moment je changerai d'avis, et puis tant pis, je n'irai pas au dîner auquel j'ai répondu oui. Car bien entendu, la maîtresse de maison, à partir du moment où elle va avoir ses invitations, elle va composer son plan de table. Imaginez que vous vous désistiez 48 heures avant ou même la veille. Imaginez dans quel embarras vous mettez la maîtresse de maison. Car il va falloir qu'elle recompose son plan de table et elle va être obligée de prévenir quelqu'un pour vous remplacer. Ce quelqu'un, bien évidemment, va tout de suite comprendre
qu'il est le bouche-trou de la soirée. Donc, même si vous ne vous sentez pas très bien, même si vous êtes fatigué, il faut vraiment faire l'effort d'y aller, à moins, bien sûr, que vous ayez 42 fièvres la veille, que vous soyez dans l'impossibilité totale de vous déplacer. Mais dans ce cas-là, vous réparez quand même cette bévue, si on peut dire, par un mot dès le lendemain, un bouquet de fleurs, quelque chose qui fasse que vous marquez le coup. Un bon dîner mérite forcément un beau bouquet.